Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 3. Le TROISIEM mandat. Un sursaut 1977 à 1983. Mars 1977. La gauche garde la mairie. La France ne peut se passer d'élections. À peine les élections cantonales de mars 1976 étaient-elles terminées, que déjà on commençait à se préoccuper des prochaines municipales de mars 1977. Pour les communistes gardois, l'enjeu était autrement plus considérable que les cantonales, puisqu'il s'agissait de conserver ou de perdre les grandes villes, Nîmes, Alès, Beaucaire, et si possible d'en gagner d'autres. À Nîmes, deux problèmes semblaient réglés d'avance. Il y aurait une liste commune PCPS plus divers gauche et la tête de liste serait Émile Jourdan. En revanche, il y eut des discussions sur le nombre de représentants de chaque parti au sein de la liste, et sur l'appartenance politique du premier adjoint. Pour Nîmes, le nombre de conseillers municipaux passait de 37 à 41, mais le système électoral restait comme pour toutes les grandes villes, le même, liste bloquée sans possibilité de panachage, avec nécessité d'avoir la majorité absolue, la moitié des voix plus une au premier tour et la majorité relative au second tour. Aucune fusion de listes ne pouvait intervenir entre les deux tours. Du fait de l'augmentation du nombre de conseillers, il y avait aussi augmentation du nombre des adjoints. Il y eut de longues discussions entre le Parti communiste et le Parti socialiste sur le nombre de candidats de chaque formation, et sur la place laissée aux autres. Le PS ne voulait à aucun prix d'une majorité absolue de sièges pour les communistes, dans la liste d'union. Ces derniers, avec quelques raisons, rappelaient que les diverses élections sur Nîmes, cantonales, législatives ou européennes, leur accordaient en moyenne 63% des voix de gauche. Donc, les communistes auraient dû être 25 ou 26 sur 41. Mais pour parvenir à l'union, ils étaient prêts à réduire ce nombre et à faire de la place à plusieurs personnalités non communistes. En définitive, les candidats communistes furent officiellement 20 sur 41. Comme en 1971, il y eut sur la liste, proposée par le PC, une personnalité non communiste, le Dr Jean Millot. En réalité, celui-ci était secrètement membre du Parti communiste. Au cours du mandat, le groupe communiste reçut le renfort de Daniel Cabois qui adhéra au Parti communiste. La deuxième discussion porta sur le premier adjoint. Le Parti socialiste avait décidé unilatéralement à son congrès de Dijon que le premier adjoint dans une ville devait avoir la même coloration politique que le maire. C'était après tout logique, puisque le personnage est chargé de remplacer le maire quand celui-ci est absent. On a bien vu à Nîmes, au cours du premier mandat d'Émile Jourdan comme au cours du second, que si le premier adjoint n'est pas du même parti que le maire, il ne peut pas réellement assumer un intérim. Le PC, au niveau national, s'accommoda donc de la décision du PS. À Nîmes, les socialistes eurent quelques velléités de demander pour eux le poste de premier adjoint, mais ils durent se rendre à l'évidence et se contenter du poste de deuxième adjoint. Ce qui ne les empêcha pas de renouveler leur demande 6 ans plus tard. En définitive, la liste d'union de la gauche présentée au suffrage des Nîmoises et des Nîmois en 1977 comprenait 20 communistes plus une personnalité qu'ils avaient désignée, Jean Millot, 13 socialistes plus une personnalité qu'ils avaient désignée, Lucien Benoît, 3 PSU plus Daniel Cabois et nouveauté 2 radicaux de gauche. La liste des candidats communistes était profondément renouvelée en apparence. 11 anciens et 9 nouveaux. N'étaient plus présentés, outre les 2 décédés, Dubois et Oran, Émile Bondurant, Gilbert Roca, Paul Alivon, Marcel Verny, André Capel. Marcel Verny devait aller travailler au Grau-du-Roi, donc logiquement il n'avait plus sa place dans la liste. Émile Bondurant n'était pas dans la ligne, et on jugea en haut lieu qu'il ne fallait pas le représenter. Je ne suis pas fier d'avoir pris la parole contre lui dans ma réunion de cellule, suite au conseil éclairé que m'avait donné Michel Boissard, alors que Frida Dussault, secrétaire du maire, prenait la défense de Bondurant. Celui-ci n'apprécia pas son éviction. Il confia à une employée du service des festivités qu'il aurait fait volontiers un mandat de plus avec toujours la même délégation, celle des festivités et de la feria. Cela dit, j'ai toujours été et je suis encore ennemi de ceux qui rempilent dans les mandats électifs.
mais si on devait appliquer ce principe à Bondurant qui avait été élu en 1965, on aurait dû l'appliquer aussi aux autres. En réalité, le renouvellement des communistes n'était pas si profond qu'il paraissait, car les postes importants allaient être confiés pour l'essentiel aux mêmes: René Astier, Maurice Fayet, Henri Gaillard, Robert Martin, sans oublier Émile Jourdan. Les 9 nouveaux communistes étaient confrères. 7 jours dans le Gard numéro 200 du 21 au 27 février 1977. Atia Colette, 31 ans, docteur en médecine. Lupi Thérèse, 42 ans, secrétaire. Finiel Yolande, 38 ans, employé PET. Martin Christiane, 22 ans, étudiant. Clary Alain, 39 ans, professeur. Arnaud Guy, 36 ans, technicien PET. Cholet Jean, 37 ans, ouvrier SNCF. FICAR Desrogers, 32 ans, infirmier. Lamoureux Claude, 26 ans, ouvrier SNCF. Le groupe communiste se féminisait. 2 femmes partaient, Gilberte Roca et Paul Alivon, et 4 arrivaient, Colette Atia, Thérèse Lupi, Yolande Finiel, Christiane Martin. Les entreprises publiques se trouvaient renforcées. 2 aux postes et télécommunications et 2 ouvriers SNCF. L'hôpital public avait perdu le très populaire Marcel Verny, mais c'était compensé par l'arrivée de Roger Ficard. Le corps enseignant était stable, en moins André Capel, en plus Alain Clary. Les 2 benjamins de la liste étaient communistes, Christiane Martin, 22 ans, et Claude Lamoureux, 26 ans. La moyenne d'âge des nouveaux candidats communistes était faible, moins de 34 ans. Le groupe comptait 2 Martin, Robert et Christiane, qui n'avaient pas de lien de parenté. Mais cela ne dura pas, car Christiane se maria et devint Christiane Abaté. La grosse lacune des nouveaux arrivants sur la liste était qu'on n'y trouvait personne travaillant comme salarié dans le secteur privé, et c'était aussi le cas des 11 qui se trouvaient déjà élus au cours du 2e mandat et qui étaient à nouveau présentés. Au cours d'une réunion des communistes, Bernard Deschamps, qui était devenu premier secrétaire fédéral en janvier 1976 en remplacement de Robert Jonis, avait déploré que les plus défavorisés ne soient pas représentés dans la liste des communistes à Nîmes. Comparons avec les candidats communistes à Alès en 1977. Sur les 21 noms, on trouvait 8 ouvriers ou ouvriers d'usine sans prendre en compte les ouvriers mineurs et les ouvriers SNCF. La liste des candidats socialistes était encore plus renouvelée. Plusieurs élus de 1965 n'étaient plus représentés. Gérard Viala, Jean Hugo, mais aussi Gaston Lessu. Pour faire partir ce dernier, celui qui voulait sa place d'adjoint spécial à Saint-Césaire et de délégué à la tauromachie, fit jeter par un employé municipal jusque dans les couloirs de l'hôtel de ville des tracts anonymes déclarant que Lessu était vieux et usé et qu'il devait prendre du repos. Ulcéré par le procédé, Gaston Lessu se retira, ce qui fit beaucoup de peine à son ami Émile Jourdan. Quelques mois plus tard, Gaston me confia que finalement cela faisait son bonheur car à présent il avait du temps libre et il n'avait plus de soucis. Le Parti socialiste envoya aussi se reposer d'autres élus d'un âge vénérable. Pabion, Fouque, Madame Bédrin. À leur place, il présenta le docteur Benfredge, bien connu dans les milieux pieds-noirs. 3 enseignants, Jacques Longuet, Yves Sigal et Robert Bérard. 2 personnalités éminentes du PS, Jean Matouc et Georgina Dufoy. Jean Matouc, professeur d'économie à Montpellier, était nîmois de fraîche date, alors que Georgina était issue d'une vieille famille protestante nîmoise, la famille Nègre. 2 banquiers, Jean-Pierre Bonne et Lucien Bernard. Un commercial, Richard Schwartz. Indéniablement, la liste des candidats socialistes était considérablement rajeunie, à l'image d'un parti en pleine ascension, mais pas féminisé puisque le départ d'une femme, Madame Bédrin, était compensé par l'arrivée d'une seule, Georgina Dufoy. Le cas le plus particulier concernant les membres du Parti socialiste fut celui de Henri Toureille. Il était premier adjoint sortant. Mais puisque ce poste devait revenir au PC, Toureille ne pouvait qu'être rétrogradé. Ce qui se passa exactement au sein du Parti socialiste, je l'ignore. Toujours est-il qu'Henri Toureille décida de ne pas se représenter. Il paraît que la lutte fut chaude au sein du PS pour le poste de 2e adjoint, qui allait consacrer son titulaire comme le chef de file des socialistes nîmois si la liste d'union de la gauche était élue. Le bruit courut que comme les socialistes n'arrivaient pas à se départager, il fallut recourir au tirage au sort.
Et ce fut le nom de Joseph Alcone qui sortit. Celui-ci devint donc deuxième adjoint. Plusieurs années plus tard, sous le mandat Clary, 1995 à 2001, Alcone me confia que l'épouse d'Henri Toureille avait refusé de le saluer au cours d'une cérémonie qui se tint en 1997 ou 1998 à la mairie. Alcone ajouta: « Je crois qu'elle me reproche l'éviction de son mari du poste de premier adjoint en 1977. Or, je ne faisais qu'appliquer une décision nationale du PS qui disait que le premier adjoint devait être du même groupe politique que le maire. Le PSU n'avait plus que 3 noms sur la liste. Masguin, Compère-Rousset et Vigouroux. Daniel Cabois, ex-PSU, restait sur la liste au titre de personnalité démocrate sincère. Le mouvement des radicaux de gauche faisait son entrée au conseil municipal avec 2 places sur la liste. Jacques Auriac et Jocelyne Peset, qui fut appelée plus tard Peset-Romieux. Où se déroulèrent les négociations entre partis politiques de gauche? Je ne sais. En tout cas pas en mairie, où je ne remarquai rien de particulier sur la préparation des élections municipales. Un de mes sujets d'étonnement, quand la liste des candidats communistes fut arrêtée, ce fut de constater qu'un élu communiste sortant, qui avait juré ses grands dieux en réunion du bureau municipal qu'il ne se représenterait pas, figurait tout de même sur la liste. Et pas seulement parce qu'on l'y avait fortement invité, c'est lui qui demanda expressément à être reconduit. Comme disait Alfred de Musset, il ne faut jurer de rien. Lorsque la liste de gauche fut constituée et rendue publique, plusieurs candidats de cette liste pointèrent le bout de leur nez en mairie. Le lieu de ralliement des candidats était le minuscule bureau du directeur de cabinet du maire, Michel Boissard. C'est là que pour la première fois je croisai Georgina Dufoy. Pendant les dernières semaines précédant le premier tour, alors que la campagne électorale se déroulait en ville, le travail municipal se poursuivait intensément. Nous continuions à régler une foule de problèmes. Les commissions se réunissaient comme d'habitude. Le bureau municipal se tenait toujours les vendredis à 17h. Il y eut une réunion du conseil municipal privé, le vendredi 25 février 1977, et une réunion publique du conseil municipal le vendredi 4 mars à 18h. Seule la dernière semaine fut plus calme en mairie. Le budget primitif 1977 de la commune de Nîmes fut voté au cours de la séance du conseil municipal du 4 mars. Comme à l'accoutumée, Émile Jourdan prononça pour présenter le projet de budget, une allocution que je lui avais préparée. Le total des dépenses et des recettes s'élevait à près de 250 millions de francs. Dans mon texte, j'insistais sur le fait que Nîmes faisait partie des grandes villes les moins imposées de France, 30e rang des villes de plus de 100 000 habitants. Faisant allusion à l'élection prochaine, Émile Jourdan déclarait sous ma plume: « Il n'est pas sérieux dans la situation actuelle de promettre un peu tout et de dire qu'en même temps on n'augmentera pas les impôts. » C'est pourtant ce que fait la liste de droite camouflée sous le masque de l'apolitisme, et opposée à la liste d'union de la gauche et des démocrates nîmois. Le premier tour des élections municipales eut lieu dans toute la France le dimanche 13 mars 1977. Pour Nîmes, il n'y eut qu'un seul tour, puisque seulement 2 listes s'affrontaient. Celle de l'union de la gauche, avec Jourdan, Alcone, Masguin, Auriac, et celle de la droite emmenée par l'ancien préfet du Gard Grolmund, baptisé Nîmes Renouveau. Les résultats de ce tour unique furent les suivants. Aux listes Jourdan, 30 615 voix, 54,60%, contre 24 660 et 52% au deuxième tour de 1971, plus 2,60%. Aux listes Grolmund, 25 463 voix, 45,40%, contre 22 829 voix et 48% au second tour de 1971 pour la liste tondue. En 1971, la différence en faveur de la gauche était de 1831 voix, en 1977 elle passait à 5152 voix. Le jugement du peuple était sans appel. Dans l'ensemble de la France, avec le premier puis le second tour des municipales, ce fut un raz-de-marée pour la gauche. Et cela malgré la polémique entre les partis de gauche au sujet de l'actualisation du programme commun. Le Parti socialiste gagnait de très nombreuses grandes villes, y compris dans des régions traditionnellement ancrées à droite, Valence, Nantes, Angers, Rennes, Brest. C'était lui le grand gagnant des municipales, mais les gains du Parti communiste étaient également impressionnants,
Béziers, Le Mans, Saint-Étienne, Bourges, Reims, Chalon-sur-Marne. L'Humanité publia en première page la photo des maires des 7 plus grandes villes que le PC dirigeait désormais. Le Havre, Argenteuil, Saint-Étienne, Reims, Le Mans, Amiens et bien sûr Nîmes avec la photo d'Émile Jourdan. En région parisienne, le PC gagnait même des villes situées en milieu bourgeois, comme par exemple la ville d'Antony dans les Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, il était normal que Nîmes reste à gauche, mais il n'y avait pas lieu de pavoiser pour avoir conservé le chef-lieu de département du Gard. Un gain en pourcentage de 2,6 points, ce n'était pas extraordinaire quand on examinait les gains de la gauche dans le pays. J'eus l'occasion de le dire à la plus prochaine réunion du comité de la section Nîmes-Est. Mais il y eut peu d'écho à mon propos, tant la victoire semblait belle. D'ailleurs, quand on osait critiquer la municipalité de Nîmes à direction communiste dans ce comité de section, Jean Chollet, membre du secrétariat fédéral, répliquait en déclarant « La municipalité de Nîmes fait un bon travail ». Le maire et les adjoints. Le nouveau conseil municipal fut convoqué pour le vendredi 18 mars 1977, en vue d'élire le maire et les adjoints. Cette fois-ci, on n'invita pas les majorettes, mais un groupe folklorique avec sa musique et ses arlésiennes. Légalement, la séance devait être présidée par le doyen d'âge, qui se trouvait être Émile Jourdan, puisque les plus âgés, Gaston Lessu, Madame Bédrin, n'étaient plus élus. C'était un peu gênant de montrer que le doyen était le maire, bien qu'il fût encore jeune. Étant né en 1914, il allait avoir 63 ans. La séance commença normalement sous la présidence de Jourdan qui, en tant que maire sortant, proclama élus les 41 personnes figurant sur la liste. Puis il passa la parole au vice-doyen d'âge qui était René Astier, adjoint au sport sortant. Celui-ci prononça un vibrant éloge d'Émile Jourdan, ce qui amena quelques larmes dans les yeux de celui-ci. Jourdan fut réélu maire et reprit la présidence de la réunion. Ensuite eurent lieu les élections des adjoints. Leur nombre augmentait, puisque celui des conseillers municipaux était passé de 37 à 41. La ville de Nîmes avait droit désormais à 13 adjoints, 9 adjoints réglementaires et 4 adjoints supplémentaires. La loi obligeait le conseil municipal à voter une délibération, s'il voulait porter le nombre d'adjoints au maire de 9 à 13. Au niveau des responsabilités, il n'y avait aucune différence entre réglementaire et supplémentaire. Furent élus adjoint réglementaire. Premier adjoint Robert Jonis, PC. Deuxième, Joseph Alcon, PS. Troisième, Jacques Compère-Rousset, PSU. Quatrième, Cyprien Julian, PS. Cinquième, Robert Martin, PC. Sixième, Colette Atia, PC. Septième, Richard Schwartz, PS. Huitième, Maurice Fayet, PC. Neuvième, Léon Benfredge, PS. Adjoint supplémentaire. Dixième adjoint Henri Gaillard, PC. Onzième, René Astier, PC. Douzième, Robert Bérard, PS. Treizième, Guy Arnaud, PC. Le conseil municipal décida de maintenir 2 postes d'adjoint spécial, l'un à Courbessac et l'autre à Saint-Césaire. Furent élus adjoint spécial à Courbessac, Ismaël Testanière, PC. Adjoint spécial à Saint-Césaire, Léon Lyotard, PS. Fernand Vigouroux fut réélu au poste de rapporteur général du budget. Le Parti communiste avait donc 7 adjoints au maire, le Parti socialiste 5, le Parti socialiste unifié un seul, puisque Masguin, bien que présent sur la liste, n'était plus adjoint. Le mouvement des radicaux de gauche n'en avait aucun. Aux réunions du bureau municipal, où étaient censées se prendre les décisions les plus importantes, il allait y avoir beaucoup plus de monde qu'au précédent mandat. Le maire. Les 13 adjoints. Les 2 adjoints spéciaux. Le rapporteur général du budget. Le représentant du mouvement des radicaux de gauche, Aurillac. Lucien Benoît, qualifié de démocrate sincère. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. Le directeur général des services techniques. Total 22 personnes. Rappelons que la même instance réunissait en 1965 14 personnes, et 18 en 1971. Parmi les élus communistes membres du bureau municipal, on notait à la fois le maintien de tous les anciens et l'arrivée des nouveaux. Les anciens de 1965 étaient
Émile Jourdan, Robert Martin, Maurice Fayet, Henri Gaillard, René Astier, Ismaël Testanière. Jonis était un ancien de 1965, mais n'était adjoint que depuis 1971. En fait, son action entre 1971 et 1977 avait été plus due à son influence qu'à sa délégation à la jeunesse où il ne se passa presque rien, et à sa délégation à l'administration générale prise en cours de route où il se passa fort peu de choses. Les nouveaux adjoints communistes étaient aussi des nouveaux membres du conseil municipal de 1977, Colette Attia et Guy Arnaud. Avec Colette Attia, une femme devenait adjointe au maire, une femme allait assister aux réunions du bureau municipal. Du côté des socialistes, le renouvellement des membres du bureau municipal était considérable. Seul Cyprien Julian était déjà adjoint en 1965. Joseph Alcon était conseiller municipal délégué en 1971. Il se retrouvait deuxième adjoint cette fois. Léon Lyotard était un élu de 1971, avec une délégation importante de 1974 à 1977, le personnel. Il était à présent adjoint spécial à Saint-Césaire avec une délégation très importante dans une ville comme Nîmes, la tauromachie. Les trois autres adjoints socialistes étaient des petits nouveaux de 1977. Richard Schwartz, Léon Benfredge et Robert Bérard. Au Parti socialiste unifié, PSU, le seul adjoint qui lui restait était le troisième adjoint, compère Rousset, qui était déjà adjoint au maire en 1965. La composition sociale du conseil municipal était sensiblement modifiée. Le groupe socio-professionnel le plus nombreux devenait celui du secteur public marchand, SNCF, Poste et Télécommunications, EDF, avec 9 représentants dont 8 dans le groupe communiste. Les enseignants restaient nombreux, 8 dont un de l'enseignement supérieur, Jean Matou. Les médecins étaient en force 4, 2 communistes, 1 socialiste, 1 PSU. Les banques et les assurances avaient aussi 4 représentants. 2 artisans faisaient leur entrée au conseil municipal, les 2 membres du MRG, Jacques Auriac et Jocelyne Peset. La liste des délégations était la suivante. Adjoint. Robert Jonis, Administration générale, Sécurité. Joseph Alcon, Voirie, Éclairage public, Circulation, Transport urbain. Jacques Compère-Rousset, Urbanisme, Environnement, Écologie. Cyprien Julian, Affaires culturelles. Robert Martin, Finances, Services concédés, Achats. Colette Attia, Jeunesse, Enfance, Crèche, Centre aéré, Loisirs de l'enfant. Richard Schwartz, Foire et marché, Contentieux, Halles, Taxi. Maurice Fayet, Eau, Assainissement, Espace vert. Léon Benfredge, Affaires sociales. Henri Gaillard, Bâtiments, Relations publiques. René Astier, Sport. Robert Bérard, Instruction publique 1R et second degré, Bâtiments scolaires. Guy Arnaud, Personnel, Informatique. Adjoints spéciaux. Léon Lyotard, Saint-Césaire, Claude Egaline, tauromachie. Ismaël Testanière, Courbessac, Mademingue, Lecture publique, Bibliothèque. Conseillers municipaux. Paulette Alexis, Crèche, Halte Garderie. Lucien Benoît, Enseignement supérieur. Lucien Bernard, État civil, Mariage. Jean-Pierre Bonne, Logement Rénovation urbaine, SERNI. René Dèche, Délégation sans signature sous l'autorité de Joseph Alcon, Autobus. Georgina Dufoy, Animation culturelle. Vladimir Guyu, Festivités. Claude Lamourou, État civil, Mariage. Jacques Longuet, Restauration scolaire. Jean Matouc, Expansion économique et emploi. Jean Millot, Bureau d'hygiène, laboratoire. Jacques Auriac, Commerce, artisanat, profession libérale et PME. Yves Sigal, Jumelage. Fernand Vigourou, Immigration. Au total, 27 personnes avaient une délégation, je ne compte pas les 2 conseillers municipaux délégués à l'état civil et au mariage, chiffre qui me parut considérable. Mais c'était loin du chiffre qui fut atteint en 1983 sous la première municipalité Bousquet, 41, ce qui avait peu d'importance avec un maire et un secrétaire général tout-puissant, et sous la municipalité Clary, 1995 à 2001, 37. Quelques aspects relatifs aux délégations. Robert Jonis, PC, avait la délégation à la sécurité, dont les sapeurs-pompiers, mais surtout celle de l'administration générale.
Et de plus il était premier adjoint. Et il fut élu président du groupe communiste. C'était capital pour faire avancer les réformes indispensables, et il avait bien l'intention de les faire avancer. Guy Arnaud PC prenait la délégation au personnel plus l'informatique. Lui aussi avait la ferme intention d'amener des réformes dans cette grosse machine dont il avait un aperçu des errements par sa femme Jacqueline, par les bruits de couloir et par moi. Dans le domaine de la culture, 3 délégations apparaissaient. Les affaires culturelles avec Cyprien Julian, PS, qui conservait tout ce qu'il avait eu de 1965 à 1977, moins les 2 attributions qui allaient aux 2 élus suivants. La bibliothèque et la lecture publique qui revenaient à Ismaël Testanière, PC. L'animation culturelle, délégation symbolique, qui revenait à Georgina Dufoy, PS. Julian se plaignit auprès de la conservatrice de la bibliothèque municipale. Les communistes ont voulu récupérer la délégation aux bibliothèques et à la lecture publique. Il n'apprécia pas non plus que Georgina vînt marcher sur ses plates-bandes, et il s'opposa à la plupart des projets de celle-ci. Il l'appelait dédaigneusement « Madame 100 000 francs », parce qu'un crédit de ce montant figurait dans le budget municipal pour l'animation culturelle, ce qui était effectivement bien peu. Lorsque, en octobre 1978, je fus nommé secrétaire général de la mairie, on peut dire que le Parti communiste détenait tous les postes clés de la mairie. Le maire. Le premier adjoint. Les délégations à l'administration générale, au personnel, aux finances, aux bâtiments, sans les bâtiments scolaires. Le secrétaire général. En revanche, le PC possédait peu de délégations en prise directe avec les besoins de la population. Dans cette rubrique, il avait une partie des travaux publics, les centres aérés, les crèches, la lecture publique, le sport. Les secteurs qui lui échappaient étaient la circulation, les transports en commun, l'essentiel des affaires culturelles, les foires et marchés, le social, l'enseignement, les cantines scolaires, la rénovation urbaine, l'urbanisme. Les secteurs clés semblaient donner une force incroyable au PC, ils furent pourtant sa faiblesse. Dès à présent, on peut donner une appréciation sommaire sur le travail des élus délégués. Tous les communistes travaillèrent courageusement et avec compétence. Ils eurent parfois le tort de ne pas animer une réflexion collective et de trop gérer le quotidien. De ce fait, ils n'eurent pas à leur actif de grandes réalisations qui dépendaient de décisions collectives et d'importantes inscriptions budgétaires. Les élus socialistes étaient d'une autre trempe que ceux du deuxième mandat. Ils étaient à l'image d'un parti profondément rénové, depuis le congrès d'Épinay en 1971. À 2 ou 3 exceptions près, ils s'occupèrent fort bien de leur délégation. Ceux qui méritèrent une note au-dessous de la moyenne agirent soit par incompétence, soit pour ne pas travailler pour le roi de Prusse, c'est-à-dire pour le maire. L'un d'eux le déclara carrément en petit comité, mais cela arriva à nos oreilles. « Vous ne voudriez pas, aurait-il dit, que je réalise la cuisine centrale au profit du Parti communiste, pour que ce soit Émile Jourdan qui l'inaugure. » Les élus s'installent. Pour l'heure, le nouveau conseil municipal avait à s'installer. Le lendemain de l'élection du maire et des adjoints, le samedi 19 mars 1977 à 11h, les élus déposèrent une gerbe au monument aux morts du square Maurier, près de l'esplanade. Sur la photo publiée par Midi Libre, on voit 18 hommes et 2 femmes en train de se recueillir. Au premier rang, on remarque Émile Jourdan, entouré à sa droite par Robert Jonis et à sa gauche par Joseph Alconne. Dans le groupe, on ne voit pas compère Rousset ni Masguin. J'avais déjà remarqué que ce dernier ne venait jamais aux cérémonies commémoratives. Je lui en demandai la raison. Il me répondit que c'était un principe chez lui, de ne pas participer à ce genre de manifestation. Sur la photo de Midi Libre, au dernier rang, on remarque le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la mairie côte à côte. Un de mes camarades, employé municipal, me dit tout le plaisir qu'il avait eu à voir ces 2 fonctionnaires presque la main dans la main. Les bureaux pour les adjoints furent répartis plutôt mal que bien, car la mairie n'était plus extensible. Robert Jonis prit le bureau du premier adjoint, précédemment occupé par Henri Toureille. Il hésita à s'y installer, mais Michel Boissard insista pour qu'il l'occupe, comme les premiers adjoints avant lui.
Guy Arnaud demanda à Henri Gaillard de lui céder son bureau situé complètement au fond du couloir des adjoints, avec une fenêtre donnant sur la rue de la Trésorerie, car il avait une porte double, et il valait mieux qu'on n'entendît pas dans le couloir des conversations qui pouvaient être très personnelles. Henri Gaillard prit un bureau qui donnait dans la cour sordide dite de l'informatique. Tous les élus délégués n'eurent pas un bureau, il s'en fallait de beaucoup. Quelques-uns partagèrent un bureau à deux. Une des premières décisions que prirent les nouveaux élus, avec l'accord de Guy Arnaud, fut celle d'affecter un secrétaire à chaque adjoint. Cela fut fait en un instant. J'étais ulcéré. On n'avait pas demandé leur avis aux secrétaires généraux, on n'avait pas négocié avec eux le statut interne de ces personnels, on n'avait pas calculé le coût annuel. Il fut décidé que le ou la secrétaire serait affecté dans le service correspondant à la délégation de l'adjoint. Exemple, la secrétaire de René Astier était affectée dans le service des sports. C'était inacceptable pour les secrétaires généraux, et il leur fallut l'accepter. Quand les secrétaires généraux réclamaient du personnel pour faire tourner la machine municipale, on ne les écoutait pas, on ne discutait pas avec eux. Lorsque des postes étaient créés à la demande des secrétaires généraux ou des chefs de service, c'était après des années de réclamations insistantes. Et là, d'un seul coup, 12 postes de secrétaires étaient créés. Un seul élu ne voulut pas de secrétaire, Robert Martin. Toujours délégué aux finances, il se devait de donner l'exemple de la rigueur, et il le donna. Décidément, les rapports élus secrétaires généraux commençaient bien mal sous ce troisième mandat. Il n'en fut heureusement pas toujours ainsi entre 1977 et 1983, mais sur ce point le mandat se termina comme il avait commencé. Il faut cependant souligner que les nouveaux élus socialistes et radicaux faisaient preuve d'une grande courtoisie envers les secrétaires généraux qui n'y étaient pas habitués. Richard Schwartz eut du mal à croire que ces deux hauts fonctionnaires municipaux fussent tenus à l'écart de telle ou telle prise de décision. Une deuxième réunion du conseil municipal fut convoquée une semaine plus tard, le vendredi 25 mars à 18h30. Il s'agissait de répartir les élus dans les commissions municipales et extra-municipales créées par le conseil municipal, dans les établissements publics dépendant de la mairie, caisse des écoles, crédit municipal, dans les conseils d'administration de la SERNI et du centre hospitalier, dans les comités syndicaux des quelques syndicats intercommunaux auxquels la ville de Nîmes était adhérente, et dans une foule de commissions officielles, la plupart inutiles et dont plusieurs ne se réunissaient presque jamais. Il fallut aussi renouveler les deux conseillers régionaux auxquels la ville avait droit. Furent élus Robert Jonis PC et Jean Matouc PS. Le dossier concernant l'ensemble de ces désignations me sembla fort mal ficelé administrativement. Aussi demandai-je à la chef du bureau du secrétariat général de tenir une chemise concernant ces désignations, et d'y noter tous les détails, tous les petits problèmes, plus les modifications qui interviendraient au cours des 6 ans à venir, afin de mieux régler ces questions à la prochaine échéance, soit en 1983. Avant la séance du 25 mars, à 17h, tous les chefs de service étaient convoqués afin d'être présentés aux membres du conseil municipal, et vice-versa. Nous avions obtenu du maire que ce face-à-face se tienne officiellement. Il aurait été normal que la présentation des élus aux chefs de service fût faite par le maire, et que la présentation des chefs de service aux élus le fût par le secrétaire général. Cela aurait marqué symboliquement la présence de deux directions dans la mairie. Une direction politique avec le maire, une direction administrative exercée par le secrétaire général qui, lui, était sous les ordres du maire. Mais voilà, le secrétaire général était à Faune. Comment faire ? Je proposai à Émile Jourdan que ce soit moi qui présente les chefs de service aux élus. Jourdan m'écouta et ne dit rien. Le 25 mars, quand il fallut passer à la présentation des chefs de service, ce fut le maire qui accomplit cette formalité, avec parfois quelques hésitations sur le nom ou la fonction. La cérémonie se clôtura, comme toujours en France, par un apéritif. La réunion du bureau municipal s'appelait toujours réunion de la municipalité. J'avais proposé à Émile Jourdan de changer son nom et de l'appeler bureau municipal, comme cela se faisait dans les villes communistes, et sans doute dans les autres, de la région parisienne. Jourdan s'y opposa formellement, il ne voulut pas changer, me déclarant même
Je suis un conservateur. Lors des premières réunions de ce que je continue dans mes mémoires à appeler bureau municipal, le maire présenta un rapport sur le fonctionnement de la mairie, sur le travail des élus, sur les rapports entre les élus et les chefs de service. C'est moi qui avais écrit ce texte. Il fut apprécié par les membres du bureau municipal, qui décidèrent de le diffuser à tous les élus et à tous les chefs de service. Je m'empressai d'exécuter cette décision. Les désobéuts du mandat. Le baptême républicain de Nicolas. Après les élections municipales de mars 1977, et après les formalités d'installation du nouveau conseil municipal, Michel et Anne-Marie Boissard demandèrent à Émile Jourdan de célébrer le baptême républicain de leur fils Nicolas, né en juin de l'année précédente. C'était une cérémonie oubliée en mairie de Nîmes. Michel Boissard m'avait demandé ce que je pensais de ce genre de baptême, et je lui avais répondu que ça ne rimait à rien. Malgré cela, il me proposa d'être le parrain républicain de son fils, ce que j'acceptais. La marraine fut Marine Coraz, devenue secrétaire générale de la mairie du Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. La cérémonie se déroula dans la salle des mariages de l'hôtel de ville. Dans son discours, Émile Jourdan adressa des compliments bien sentis à son directeur de cabinet. On peut penser que pour une fois, ce n'était pas Michel Boissard qui avait préparé le discours du maire. Après la cérémonie, un lunch réunit les invités dans la maison des parents d'Anne-Marie. Quelques-uns s'y retrouvèrent 19 ans plus tard pour arroser les 20 ans de Nicolas, comme le dit la chanson. Avec les nouveaux élus. La mise au courant des nouveaux élus est une lourde tâche pour les secrétaires généraux. Chacun des nouveaux a plein de questions à leur poser, importantes ou secondaires. Au cours des premières semaines de ce troisième mandat, j'ai reçu Guy Arnaud, Colette Attia, Jacques Auriac, Robert Bérard, Vladimir Guyut, ancien élu mais nouveau délégué aux festivités en remplacement d'Émile Bondurant, Léon Benfredge, Thérèse Lupi, Georgina Dufoy, Jean Millot, Ismaël Testanière, ancien élu mais nouveau délégué à la lecture publique. Il fallait aussi que je prépare les changements dans l'administration. Pour cela, j'eus de nombreux entretiens avec Robert Jonis et Guy Arnaud, car c'est avec leur appui et leur soutien que l'administration pourrait avancer et essayer de rattraper son retard. Réciproquement, ces deux élus n'avaient pas le choix. Pour promouvoir des réformes en profondeur, ils ne pouvaient compter que sur moi. Guy Arnaud commença à avoir des réunions sur les questions de personnel avec le secrétaire général, mais celui-ci ne vint pour ainsi dire jamais, le secrétaire général adjoint et le directeur administratif chargé du personnel. Un jour, abordant le problème du travail des femmes de service qui exercent dans les écoles et les cantines, Guy Arnaud rappela que leur temps de travail devait être le même que celui des autres employés municipaux, soit 40 heures par semaine. Or, depuis des années, des décisions, des habitudes, des laissés-aller avaient donné à ces personnels des temps de travail compressés et des vacances élastiques. Rien n'était clair, rien n'était officiel. Guy Arnaud décréta qu'une note de service devait rappeler leur temps de travail, et qu'un chef de service pouvait la signer, car ce n'était pas une décision incombant aux élus. Sans trop réfléchir, je rédigeai une note, la signai en l'absence du secrétaire général, et la fis diffuser par le chef de service. On comprend aisément que cette note, qui remettait en cause des habitudes, fut fort mal accueillie par les personnels concernés. En même temps, Robert Bérard, qui ignorait l'existence et donc le contenu de cette note, organisa une réunion des femmes de service dans la salle du conseil municipal. Il avait je ne sais plus quelle consigne à leur donner. En 1977, comme en 1971, comme en 1965, puis plus tard en 1995, les élus municipaux de Nîmes ne purent s'empêcher de jouer au chef de service. Mais le jour de la réunion entre les femmes de service et Robert Bérard, celui-ci eut un aperçu de ce qu'il en coûtait de jouer à ce petit jeu. Ce fut un beau charivari. Robert Bérard, qui ne comprenait pas ce qui se passait, eut le plus grand mal à placer quelques phrases. La réforme de l'administration municipale passait inévitablement par une implication personnelle du premier des fonctionnaires de la mairie, donc par le secrétaire général. C'était une condition nécessaire bien que non suffisante. Né en juillet 1912, le secrétaire général allait atteindre la limite d'âge, c'est-à-dire 65 ans dans l'été 1977.
On s'attendait tous les jours à ce qu'il présente au maire sa lettre de demande de mise à la retraite. Or, rien ne se produisait. Ayant eu 3 enfants, le secrétaire général avait la possibilité de solliciter son maintien en activité une année de plus. Mais ce n'était pas un droit, c'était une possibilité qui pouvait lui être refusée si l'autorité compétente, le maire, jugeait qu'il n'était plus apte à accomplir ses fonctions. De toute façon, il devait présenter au maire une demande écrite. J'informai Émile Jourdan de l'obligation qu'avait le secrétaire général d'effectuer par écrit cette requête, et de la latitude qu'avait le maire de lui refuser une année supplémentaire. Comme d'habitude, lorsqu'une question le gênait, Émile Jourdan ne me dit rien. Mais au moins il était au courant. À ma connaissance, le secrétaire général de la mairie ne présenta jamais de lettre au maire. Des incidents et des corvées. De plus en plus, c'est moi qui faisais le travail et supportais tous les ennuis inhérents à la fonction de secrétaire général. Après l'élection du nouveau conseil municipal en mars 1977, 2 incidents se produisirent sur Nîmes, qui mobilisèrent élus et fonctionnaires municipaux. À la fin avril, en soirée, un trou apparut sur la chaussée de l'avenue du Général Leclerc, à hauteur des numéros 10, 12 et 14. Sous cette voie passe le canal de la Fontaine qui amène les eaux au Vistre dans la plaine. On s'aperçut alors que les murs de façade des maisons situées en face du trou étaient bâtis sur du vide. Il fallut faire évacuer d'urgence ces maisons. Je me souviens être allé vers 20h rendre visite à la dame qui tenait un kiosque sur le boulevard Amiral Courbet, pour lui dire de ne pas rentrer chez elle ce soir-là. Puis, en juin 1977, 3 wagons-citernes se renversèrent sur les voies de chemin de fer du côté du chemin bas d'Avignon. Ils contenaient un produit chimique, l'acétate de vinyle. L'un des wagons avait une fuite, et le liquide qui s'en échappait risquait de polluer l'atmosphère et également la nappe phréatique. Dans ce cas, il faut prendre des mesures techniques qui sont du ressort à la fois de la SNCF, du propriétaire des wagons, Rhône-Poulenc, et des sapeurs-pompiers. Il faut prendre des arrêtés d'interdiction de la circulation aux abords qui mettent en œuvre les services municipaux et la police d'État. Il faut mettre en garde la population contre la pollution de la nappe et pour cela interdire la consommation et l'utilisation pour tous usages de l'eau provenant des puits et forages aménagés dans cette zone, confère. Midi libre du 16 juin 1977. Il faut donner les bonnes informations à la population afin d'éviter la panique. Cela met beaucoup de monde à contribution. Nous eûmes de la chance, car les conditions atmosphériques ont contribué à assainir la situation, puisqu'il n'a pas fait une chaleur excessive, et qu'il n'y eut pas de vent assez fort pour emporter les vapeurs sur les maisons environnantes, confère. Midi libre du 16 juin 1977. Les fonctions de secrétaire général et de secrétaire général adjoint sont multiples et imprévues. Il en arrive de toutes sortes. Ainsi, quand le maire répugne à accomplir une tâche pour une raison idéologique, il arrive qu'il en charge un haut fonctionnaire. Émile Jourdan fut sollicité, en juin 1978, par le consul général d'Afrique du Sud à Marseille, qui tenait absolument à le rencontrer. C'était l'époque de l'apartheid, qui est un régime de ségrégation systématique des gens de couleur appliqué en Afrique du Sud jusqu'en 1994, confère le Petit Larousse illustré. Ce pays était alors très isolé sur le plan international, et je présume que ses représentants à l'étranger étaient chargés d'expliquer que l'Afrique du Sud était le meilleur pays de l'Afrique pour tous ses habitants. Ne voulant pas recevoir le consul, Émile Jourdan me l'envoya. Je le reçus le 15 juin 1978. C'était un homme jeune, charmant, posé, qui me décrivit l'Afrique du Sud sous les plus riantes couleurs. Il insista sur le fait que ce pays ressemblait beaucoup au sud de la France, et que d'ailleurs il était peuplé en partie de descendants de huguenots cévenols qui avaient fui les persécutions de Louis XIV et de ses successeurs, et qui étaient arrivés dans le sud de l'Afrique après un passage par les Pays-Bas. En Afrique, ils cultivaient la vigne comme leurs ancêtres l'avaient cultivée dans le Gard, et ils venaient souvent dans notre département pour rechercher leurs racines. Sans doute satisfait de mon accueil, le consul me fit parvenir régulièrement en mairie la revue en français éditée par son pays. Je ne pris pas garde au devenir des numéros que je recevais, et un jour je les retrouvai sur la table installée dans le bureau de mon secrétariat,
où on posait un peu de littérature pour les gens qui attendaient que je les reçoive. Quand je m'en aperçus, je demandai à mes secrétaires de faire disparaître ces revues, quelle qu'en soit la qualité esthétique. Je peux encore citer une occasion où Émile Jourdan me délégua pour une tâche qui avait fort peu de lien avec ma fonction. C'était au moment où la Grèce fut admise dans la Communauté européenne, donc en 1981. L'association dite Maison de l'Europe, dont les locaux se trouvaient sur la place du Château, avait organisé un lunch pour célébrer l'entrée de la Grèce dans la communauté, et avait pour cela invité notamment le député-maire de Nîmes. Émile Jourdan, opposé à l'Europe et à son élargissement comme la direction du Parti communiste, se fit représenter par le secrétaire général de la mairie que j'étais. Ce fut une soirée fort agréable, car après avoir entendu quelques prises de parole, je dégustais la retsina et les hors-d'œuvre grecs qui avaient été préparés pour les invités. Le même genre de corvée agréable me fut plus tard infligé, par Alain Clary et Alain Fabre-Pujol, respectivement maire et maire adjoint de Nîmes de 1995 à 2001. Ils avaient été invités à la visite de l'appartement témoin de la résidence Villa Roma, jouxtant le jardin de la Fontaine. Comme tous deux avaient milité dans l'opposition contre cette réalisation qui était proche des vestiges romains du temple de Diane, ils n'avaient pas voulu la cautionner une fois parvenus à la tête de la mairie. Ils m'avaient envoyé à la cérémonie, en compagnie de Jean-Claude Deleuze qui était alors sous mes ordres directeur chargé de l'urbanisme à la mairie. Tous deux, nous avons pu apprécier la qualité de l'appartement témoin, et la vue imprenable qu'on y avait sur le jardin et sur le temple de Diane. Et en outre, nous nous sommes régalés des petits fours salés et sucrés qui étaient servis aux personnes présentes. Le projet de nouvelle bibliothèque. Ne croyons pas que la présence à des lunchies soit le lot quotidien et le seul travail des hauts fonctionnaires de la mairie. En 1977, à peine le conseil municipal élu et les délégations réparties, je m'impliquai profondément dans un projet important, la construction d'une nouvelle bibliothèque centrale pour remplacer la très vétuste bibliothèque Séguier située dans la Grand-Rue. Le nouvel adjoint délégué, Ismaël Testanière, voulait avancer vite dans ce dossier qui avait trop tardé. Avec Françoise Coton, conservateur de la bibliothèque, nous n'avions pas attendu les élections, puisque nous avions créé un groupe de travail bibliothèque, dont je vois sur mon agenda une réunion le jeudi 6 janvier 1977 de 9h à 11h. Avec Testanière, nous pûmes accélérer le travail préparatoire. Le vendredi 13 mai 1977, Françoise Coton, Testanière et moi, nous nous rendîmes à Paris. Le matin à 10h, nous fûmes reçus à la direction du livre afin de nous faire préciser les possibilités d'obtenir une subvention de l'État pour la construction de la bibliothèque. L'après-midi, nous allâmes visiter la moderne bibliothèque municipale de Montreuil-sous-Bois, un des grands fiefs du Parti communiste. D'autres visites furent organisées. La bibliothèque municipale d'Arles le mardi et l'octobre, celle de la ville nouvelle de Grenoble et Chirolles le jeudi 22 décembre 1977, et nous en profitâmes pour visiter la nouvelle mairie de Grenoble, sous la conduite de Henri Rive, secrétaire général de la mairie que je voyais souvent aux réunions de la CGT à Paris. La réflexion continua à Nîmes sur le projet. Une première question se posait. Quelle serait la nature de cette bibliothèque ? Dans notre esprit, ce devait être un établissement central qui rayonnerait sur un réseau de bibliothèques de quartier. À partir de là, une deuxième question devait avoir une réponse, où la construire ? Il fallait trouver un terrain suffisamment vaste, bien accessible par les transports en commun et par les véhicules individuels. Mais puisque ce serait une bibliothèque rayonnant sur l'ensemble de la ville, il n'était pas nécessaire qu'elle soit située au centre-ville. Nous trouvions que déjà trop d'équipements culturels étaient concentrés dans L'Écusson. Puisque nous en avions la possibilité, nous avons décidé de sortir la nouvelle bibliothèque du centre et de l'installer dans le quartier qui nous semblait le plus démuni, la ZUP Nord. C'était une décision courageuse qui ne pouvait pas faire l'unanimité. Nous eûmes contre nous quelques vieux érudits respectables, tels Maître Roger, ancien premier adjoint d'Edgar Taillade, qui nous dit que ce serait une profonde erreur. Nous lui avions expliqué que sans doute il pourrait continuer à fréquenter la Grand-Rue, car les locaux actuels deviendraient une antenne de la bibliothèque centrale. Nous eûmes aussi contre nous une partie du personnel,
y compris des adhérents du Parti communiste, qui ne pouvaient pas imaginer d'aller travailler ailleurs que dans L'*Écusson. Ce n'était pas la première fois qu'une administration décidait d'installer son siège en ZUP. Ainsi, la direction départementale de l'équipement et la mutualité sociale agricole s'était implantée dans ces quartiers neufs. En revanche, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale refusa de s'expatrier et tint à rester près du centre, à l'est du boulevard Jean Jaurès. Autre projet. L'année 1977 fut consacrée à plusieurs visites. Comme il était sérieusement question de construire une nouvelle mairie, il fallait visiter des hôtels de ville récemment construits. Le 10 novembre, une délégation de Nîmes se rendit à Vénissieux et à Vaux-en-Velin dans le Rhône, 2 municipalités communistes. Émile Jourdan était venu. Il conduisait sa voiture municipale et emmenait Joseph Alcone. Tout au long de l'autoroute, Émile roula à 160 km/h, sûr de son impunité de parlementaire. Pendant le trajet, les deux élus se disputèrent sur les problèmes politiques du moment qui tournaient autour de l'actualisation du programme commun, sur les divergences entre le PC et le PS. Chacun défendit le point de vue de son parti. Derrière eux, je conduisais ma voiture personnelle, une Peugeot 504 familiale, dans laquelle j'emmenais des collègues de la mairie. De derrière, nous voyions avec un peu d'inquiétude Jourdan rouler à 160 km/h tout en faisant des grands gestes. Ma voiture eut bien du mal à tenir le rythme. La boîte de vitesse chauffait, et à un moment j'eus la plus grande peine à passer les vitesses. À Vénissieux, après la visite des locaux, la mairie nous offrit l'apéritif. Émile Jourdan était intrigué, car parmi les personnes de la mairie qui nous recevaient, quelqu'un ressemblait étrangement au député-maire Marcel Houel que Jourdan voyait souvent à l'Assemblée. Ce n'était pourtant pas le député-maire, c'était son frère qui était le chauffeur personnel de Marcel Houel. Comme il y avait aussi à Nîmes un projet de nouvelle caserne des pompiers, des visites d'élus et de fonctionnaires eurent lieu. Par exemple, le 15 novembre nous avons visité les nouvelles casernes d'Antibes et de Cannes et le 15 décembre celle d'Aix-en-Provence. Il fallait aussi faire avancer un projet important, celui de la gare routière et du parking attenant. L'idée de cet ensemble avait été lancée sous le précédent mandat par Maurice Fayet, PC, qui avait la circulation dans ses délégations. Fayet avait en outre trouvé le bon emplacement, derrière la gare SNCF, à la pointe du triangle entre le boulevard Natoire et l'avenue Général Leclerc. Mais à présent, l'adjoint délégué à la circulation était Joseph Alcone, PS, qui entendait bien être le réalisateur de cet équipement. L'affaire vint en réunion de bureau municipal afin de décider qui, de Fayet ou d'Alcone, devait porter ce projet sur les fonds baptismaux. Fayet avait pour lui l'argument sentimental, c'est mon projet, c'est moi qui l'ai conçu, et Alcone avait pour lui le droit, c'est moi l'adjoint délégué à la circulation, or ce projet relève bien de la circulation. Il ne fut pas possible de les départager sans qu'il y ait des dégâts dans le groupe communiste, ou entre les groupes communistes et socialistes. Émile Jourdan rendit alors un jugement de Salomon qui mit tout le monde d'accord. Un groupe de travail suivra ce projet. Il y aura dans ce groupe Fayet et Alcone, et ce groupe sera présidé par le secrétaire général de la mairie. C'était une première, un groupe de travail élu fonctionnaire présidé par un fonctionnaire. J'étais devenu secrétaire général, et j'ai donc présidé le groupe de travail, qui fit un travail efficace, avec des réunions courtes mais d'où il sortait quelque chose. Dixit Mariette Lapierre, qui était chef du bureau de l'administration générale. Les 4 projets évoqués précédemment. La nouvelle bibliothèque, la nouvelle mairie, la nouvelle caserne des sapeurs-pompiers, la gare routière avec son parking, seuls les 2 derniers ont été réalisés comme ils étaient prévus, mais seuls les travaux de la nouvelle caserne ont commencé sous le 3e mandat. La nouvelle bibliothèque fut intégrée dans un projet complètement différent par Jean Bousquet, la médiathèque de Carré d'Art. Le parking de la gare routière fut démoli en 2002, suite à la construction du parking de la gare. Il avait vécu 15 ans. Le groupe communiste. Du côté du groupe communiste, le travail commença sur des chapeaux de roue. Une réunion du groupe eut lieu le 20 avril 1977 à 18h30 au Prolet. 18 élus étaient présents, plus 3 secrétaires de section, plus Michel Boissard et moi. Le rapport fut présenté par Robert Jonis.
C'est sans doute au cours de cette réunion que Jonis fut élu président du groupe, puisque je ne trouve pas trace dans mes papiers de réunion du groupe avant ce 20 avril. Les décisions suivantes y furent prises. Réunion du groupe le premier jeudi de chaque mois. Prochaine réunion du groupe le jeudi 5 mai à 20h45 sur la nouvelle mairie, puis le jeudi 2 juin à 20h45 sur l'information. Le 5 mai, 17 élus étaient présents. Le document de 2 pages fourni par Henri Gaillard rappelait la situation actuelle au niveau des locaux des services municipaux. Éclatement des services entre l'hôtel de ville, la rue Gaudin, l'Orangerie. En fait, l'orangerie près du jardin de la Fontaine, la place Hubert Rouget, service des sports, les locaux de la SERNI, route de Sommières qui abritaient le GEM, la Grand-Rue. Le faible nombre d'antennes dans les quartiers sauf Courbessac, Saint-Césaire et prochainement la ZUP Sud. Les problèmes posés par l'hôtel de ville, vétusté, entretien onéreux, insuffisance des locaux en nombre, inadaptation des locaux, accès et stationnement difficile, sécurité impossible à assurer. Le document rappelait les études faites de 1971 à 1976 pour rechercher des terrains, élaborer une méthode de travail posant comme priorité l'étude de la réorganisation des services municipaux, et prenant en compte l'élément nouveau qu'avait constitué d'une part l'achat des locaux de la rue Gaudin et d'autre part les études sur l'utilisation de l'emplacement de l'ancien théâtre. Ensuite étaient abordées les possibilités d'utilisation de cet emplacement, 2 niveaux de parking en souterrain, 230 places, 8000 m² de plancher, sans les parkings, contre 4000 m² à l'hôtel de ville, hauteur maximale sur l'arrière à 23,70 m et à 16,70 m en façade avec conservation de la colonnade de L'. Ancien théâtre avec une contrainte, portée à 15,70 m minimum la largeur de la rue Racine. Puis le document proposait une présentation du dossier, une méthode de travail et une évaluation du coût, 6 milliards d'anciens francs soit 60 millions de francs, un peu moins de 10 millions d'euros. Et enfin, Henri Gaillard concluait par la nécessité de prendre rapidement une décision de principe et de ne pas commencer les travaux après 1979. La réunion du groupe prévue le 2 juin se tint en réalité le 9 juin 1977 à 20h45. Elle fut précédée le même jour par une réunion du maire et des adjoints communistes, qui se tint dans le bureau du maire. Il y eut 17 présents. À l'ordre du jour figuraient les problèmes de l'urbanisme, du plan d'occupation des sols et ceux de la SERNI. 2 documents importants furent préalablement distribués. L'un non daté mais sur lequel j'ai inscrit reçu le 8-6-77, qui a reçu une signature manuscrite indéchiffrable pour titre POS de la ZUP. L'autre, daté de Nîmes 9 juin 1977, ne comporte aucune signature. Au sommaire, l'urbanisme, les sociétés d'économie mixte, la SRNI, la ZUP de Nîmes-Pisevin. Vraisemblablement, ces 2 documents ont été écrits par les collaborateurs de la société Orgeco, peut-être aidés par quelques communistes travaillant à la SERNI. Le document daté du 9 juin 1977 comporte des références à des textes de Roland Leroy, de Georges Marseille, du programme commun, on y évoque le CME, autrement dit le capitalisme monopoliste d'État, stade encore plus suprême du capitalisme que l'impérialisme, stade suprême du capitalisme, décrit par Lénine en 1917. Ces 2 documents sont des textes très politiques. La réunion du groupe qui se tint le même soir avait à l'ordre du jour les problèmes des relations publiques et de l'information. Rapporteur Henri Gaillard. On y aborda aussi Nîmes Olympique, rapporteur René Astier. L'emploi, rapporteur Robert Jonis. Les comités de quartier, rapporteur Robert Jonis. Le festival pop, rapporteur Robert Jonis. Le groupe communiste se réunit à nouveau le jeudi 16 juin 1977 à 18h30 au Prolé, avec à l'ordre du jour, problème relatif à Orgeco. Aucun rapporteur n'est désigné dans la convocation. Au total, entre le début du mandat, avril 1977, et la mort de Robert Jonis, avril 1982, le groupe communiste s'est réuni au moins 30 fois, soit avec l'ensemble du groupe, soit avec les adjoints communistes plus les secrétaires de section et le secrétaire général de la mairie ou d'autres collaborateurs communistes. Les sujets suivants étaient à l'ordre du jour. La nouvelle mairie, 3 fois. L'urbanisme.
Le POS 6. L'ILOA ou îlot littré 2. La SERNI 2. L'information, les relations publiques. Les problèmes d'Orgeco. La patinoire. Le budget 6. Compte-rendu de la réunion des élus communistes et républicains. L'administration municipale. Organisation du travail du groupe 2. Les problèmes de la santé 2 fois et plus particulièrement la maison médicale 1 fois. Les problèmes de personnel. La gestion municipale 2. La programmation des réalisations municipales restantes à effectuer. Les plans de référence. La gestion du théâtre municipal 2. L'inscription sur les listes électorales. L'examen de la situation politique et sociale en liaison avec nos tâches municipales 2. Création du comité local pour l'emploi. Les problèmes de l'urbanisme sont ceux qui ont été le plus souvent discutés, qu'ils soient apparus sous ce vocable, ou sous ceux du POS, de l'îlot littré, de la SERNI d'Orgeco. Ensuite apparaît le budget, puis la nouvelle mairie. Parfois, la réunion durait toute la journée, elle se tenait alors route de Beaucaire où on pouvait prendre un repas à midi. La réunion qui rassembla le plus de personnes fut celle du mercredi 5 novembre 1980 à 21h, qui se tint dans les locaux de l'Enfance ouvrière nîmoise au Grand Air, EONAGA. Y étaient convoqués les membres du groupe communiste du conseil municipal de Nîmes, les membres des bureaux de section de Nîmes, les membres du comité de ville, plus moi, même si mon nom n'apparaît pas dans la convocation. Elle avait à l'ordre du jour l'inscription sur les listes électorales et l'examen de la situation politique et sociale en liaison avec nos tâches municipales. Elle fut précédée de peu par une réunion fort importante, qui se situait à la moitié du mandat municipal, et qui se tint toute la journée du samedi 25 octobre 1980 de 9h à 15h dans les locaux des services des bâtiments, avec un ordre du jour chargé. Les problèmes généraux de la gestion, afin de déterminer les priorités en matière d'investissement. Le POS, la SERNI. Au cours d'une réunion du groupe qui se situa avant l'élection présidentielle d'avril 1981, Robert Jonis tint les propos suivants. Cette élection sera difficile pour nous. Je vais vous raconter une anecdote qui doit nous amener à réfléchir. J'étais récemment au restaurant avec notamment Marcel Rosette, le maire de Vitry-sur-Seine, président de l'Association nationale des élus communistes et républicains. Nous avons engagé la conversation avec le garçon qui nous servait. Je lui ai présenté les responsables politiques communistes qui étaient autour de la table. Et nous avons parlé politique avec lui. Le garçon nous a alors déclaré « Il y en a marre de ce gouvernement, il faut que ça change. Moi, aux prochaines présidentielles, je vais voter pour Coluche. » Ce comédien avait réellement envisagé de présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'avril 1981 pour, disait-il, foutre la monsieur. Robert Jonis exhorta les élus communistes à faire la campagne électorale, à sortir de leur bureau, à être sur le terrain. Et il précisa que pendant ce temps-là la mairie continuerait à tourner, puisque nous avons la chance d'avoir un secrétaire général de la mairie communiste. J'étais fier de cette manifestation de confiance. Malheureusement, l'appel de Robert Jonis ne fut que partiellement entendu par les élus du groupe communiste, qui restèrent plus souvent dans leur bureau que dans la rue auprès des électeurs. Les lieux de réunion du groupe communiste étaient divers. Le cercle du prolétariat, rue Jean Reboul, le Prolé. La mairie, le bureau du maire ou la salle des commissions. La rue Porte de France, siège de la Direction générale des services techniques. Le siège de la Fédération communiste, 8 rue Encloret. Les services des bâtiments communaux, route Beaucaire. Les locaux de l'Enfance ouvrière nîmoise au Grand Air, place d'Assas. Le groupe communiste perdit un de ses éléments en octobre 1977, en la personne de Roger Ficard qui décéda brutalement à l'âge de 32 ans. C'était un des plus jeunes du conseil municipal élu 7 mois plus tôt. Il était infirmier au centre hospitalier de Nîmes. Je le connaissais bien, car il était membre du comité et du bureau de la section communiste de Nîmes-Est. Depuis plusieurs semaines, il était absent des réunions de ces organismes pour cause de déménagement.
À la fin, lorsqu'on évoquait son absence, on plaisantait en disant « Il déménage », alors que son déménagement était terminé. Et à présent, le 28 octobre 1977, à 16h15, nous allâmes l'accompagner pour son dernier déménagement au cimetière protestant, situé sur la route d'Alès. Nos vacances en 1977. Revenons au deuxième trimestre 1977, après le renouvellement du conseil municipal. Pour moi, le mois de juin fut une période d'intense activité, car non seulement il y avait beaucoup de travail en mairie, mais de plus il fallait que je m'occupe de 3 enfants, Anne-Claude, Fabien et Guy, car Rose était partie faire une cure à Gréoux-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence avec Laure qui faisait aussi une cure. Dans la journée, les enfants étaient à l'école ou au centre aéré, mais le soir il fallait que je sois à la maison. Donc, sauf exception, je n'allais plus aux réunions des commissions municipales après 18h. Rose et moi, nous avons pris nos congés annuels de 1977 en juillet. Du 9 au 31 juillet, nous sommes allés en Corse, à Calvi au club olympique, avec les 4 enfants. Nous sommes partis de Nice le soir en bateau, pour arriver le matin à Calvi. Et nous sommes revenus à Nice après avoir pris le bateau à Bastia. De retour à Nice, Rose et les filles sont rentrées par le premier train à Nîmes, tandis que je restais avec Fabien, 10 ans et Guy, 8 ans et demi, pour les embarquer l'après-midi dans le petit train d'Épingle, qui allait les emmener à Digne, où leurs oncles et tantes Jean et Pierrette devaient les récupérer pour les garder quelques jours chez eux à Marcoux. En Corse, outre les baignades, les jeux organisés par le club olympique, et les excursions en car, nous avons assisté à l'incendie d'une partie de la pinède dans laquelle étaient construits les bungalows en bois où nous logions en bord de mer. Nous avons contemplé le balai des avions Canadair qui faisaient le plein d'eau sous nos yeux dans la baie de Calvi, puis qui déchargeaient leur cargaison liquide sur la forêt en flammes. Nous avons même reçu de l'eau de mer tombée du ciel sur nos têtes. Les questions de personnel et d'organisation. Guy Arnaud. Pendant le mois d'août 1977, comme nous étions relativement tranquilles en mairie, j'eus de longues conversations avec Robert Jonis et Guy Arnaud, soit séparément, soit les deux ensemble, pour définir ce qui devait changer en mairie et comment y parvenir. Sur les questions de personnel, il y eut des entretiens entre Guy Arnaud, Fernand Patrice et moi. Patrice, qui était arrivé d'Algérie avant l'indépendance, était directeur administratif chargé notamment du gros morceau que représentait le personnel municipal. Lui aussi avait hâte que les choses changent dans le bon sens, et qu'enfin ce soit l'administration municipale, élus concernés et secrétaires généraux qui décident sur les questions de personnel. Il y eut, le mercredi 17 août, une réunion Jonis-Arnaud-Patrice-Chamina qui dura tout l'après-midi, et encore une autre le jeudi 25 après-midi. Guy Arnaud se mit au courant très rapidement sur les questions de personnel municipal. Il avait une puissance de travail assez impressionnante. Il continuait à travailler au télécom, et malgré cela il passait beaucoup de temps en mairie. Les réunions n'étaient pas toujours faciles avec lui, car il avait un caractère épouvantable. De plus, il fumait cigarette sur cigarette, et il fallait constamment aérer son bureau pour ne pas disparaître dans un brouillard de fumée. Mais avec lui, on avait la sensation que la situation évoluait rapidement. Il travaillait avec la commission municipale du personnel, composée d'élus représentant tous les groupes du conseil municipal, des secrétaires généraux et du directeur administratif chargé du personnel. À peu près toutes les questions importantes de personnel étaient soumises à cette commission. Celle-ci se réunissait souvent. De mars 1977 au 31 décembre de la même année, voici ces dates de réunion. 7 avril. 20 avril. 16 mai. 19 septembre. 7 novembre. 21 novembre. 6 décembre. 12 décembre. Guy Arnaud travaillait aussi avec la commission paritaire composée par moitié de membres du conseil municipal, et pour l'autre moitié de membres élus par le personnel titulaire. Au début, son seul interlocuteur était Francis Bastide, Force ouvrière. À partir du renouvellement des commissions paritaires, le 2 juin 1977, il y eut aussi des élus CGT dans les groupes 2, 3 et 4, car dorénavant ces élections eurent lieu à la proportionnelle.
Force ouvrière ne conserva son monopole que dans le groupe I, les cadres, car le nombre de délégués, se prêtait mal au bon fonctionnement de la représentation proportionnelle. Donc, à partir de juin, les débats furent plus équilibrés entre l'administration d'une part et les délégués du personnel de l'autre. Cela n'empêchait pas que ce soit Francis Bastide qui s'y retrouvait le mieux, dans le lacis des textes concernant les employés municipaux. L'organigramme. Après mars 1977, j'avais convaincu Jonis et Arnaud de la nécessité de revoir fondamentalement l'organigramme des services municipaux, à commencer par la partie concernant les services administratifs et les services dits extérieurs, où nous avions pris plus de retard que dans les services techniques. J'avais préparé dans le plus grand secret un projet d'organigramme qui créait de nouvelles directions administratives et de nouveaux services pour répondre aux besoins. Cela devait se traduire par des créations de postes, donc des dépenses supplémentaires. Mais c'était absolument nécessaire. Cela permettait aussi de remettre de l'ordre dans la numérotation des services qui étaient assez embrouillés et se prêtaient mal à l'informatisation. Ainsi, dans la première direction administrative, les services auraient les numéros 11, 12, 13, 14. Dans la deuxième direction, ils auraient les numéros 21, 22, 23, et ainsi de suite, alors qu'actuellement dans cette deuxième ils avaient les numéros 4, 5 et 7. Et cela permettrait enfin que les responsabilités hiérarchiques de chacun soient nettes et claires, et d'éviter que trop de services dits extérieurs soient rattachés sans raison aucune directement au secrétaire général, c'est-à-dire ne soient rattachés à personne, car un seul homme ne peut pas suivre 10 à 15 services ou directions à la fois. J'avais travaillé sur ce projet d'organigramme comme on me l'avait appris dans les stages organisation et méthode, sans avoir en tête des noms à mettre sur les postes qui seraient à pourvoir. J'avais travaillé uniquement en tenant compte des besoins, et en essayant de regrouper rationnellement les services dans des directions administratives qui soient le plus homogènes possible. Il y avait cependant une exception à l'absence de noms pensés au préalable. Dans le secteur du personnel, le service unique allait être scindé en 3 services, et j'avais déjà une idée sur l'affectation future du chef de service actuel et sur le futur titulaire du futur service clé du personnel, celui de la gestion des carrières et de la gestion de la commission paritaire. Pour l'heure, nous avions 4 directions administratives en mairie. Les finances et les foires et marchés avec Francis Bastide, le personnel, les élections et l'état civil avec Fernand Patrice, l'enseignement et le périscolaire avec Odette Pathieu et le sport avec Michel Constancial qui avait remplacé François Asensi. Il y avait en outre un directeur administratif chargé du centre de formation des apprentis, installé dans les locaux du lycée du Haudat. Mais il n'était pas à la tête d'une véritable direction. Il avait obtenu ce grade à titre personnel, suite à des manœuvres au sujet desquelles le bénéficiaire m'avait assuré qu'il n'y était pour rien. Comme celui-ci allait bientôt partir à la retraite, cela ferait un poste de directeur administratif à récupérer pour financer une partie de la restructuration. Je proposais de passer à 6 directions. Première direction finance, comptabilité, budget, foire et marché. Deuxième direction population, élections, état civil, logement, affaires sociales, rénovation urbaine, avec rattachement de 3 services extérieurs. Le laboratoire municipal, le bureau municipal d'hygiène, le corps des sapeurs-pompiers. Troisième direction enfance, instruction publique, cantine, restaurant scolaire, centre aéré, crèche, centre de formation des apprentis. Quatrième direction services généraux, affaires juridiques, documentation, secrétariat général, administration générale, relations publiques, garde champêtre et enquête administrative. Cinquième direction personnel, formation et gestion du personnel, pension paye congé, affaires sociales du personnel, assistante sociale du personnel. Sixième direction sport jeunesse, affaires culturelles, sport et jeunesse, centre Pablo Neruda, maison des jeunes André Malraux, services culturels, plus tous les services culturels extérieurs. Musée d'art et monuments, musée d'histoire naturelle, école des beaux-arts, école de musique, bibliothèque municipale. Je proposais aussi de mettre sous l'autorité d'un seul fonctionnaire le service du plan administratif et le service du plan technique. C'était une vieille revendication des chefs de service qui n'avait pu se réaliser jusqu'ici. Ce regroupement devait se faire à l'intérieur des services techniques à qui on attribuait aussi autorité sur le GEM, le groupe d'études municipales.
Le flou des rattachements concernant l'urbanisme amenait à des situations kafkaïennes pour certaines affaires. Qui était responsable en cas de problème? Qui devait signer tel ou tel document? On ne le savait pas. Ainsi, lorsqu'une étude d'urbanisme et de sociologie avait été confiée au cabinet Orgeco, on n'avait pas su quel service devait suivre l'avancée des études, recevoir les documents qui en résultaient, payer les factures. Le plus gênant pour le cabinet était le retard à lui payer son dû. Pour le reste, il traitait directement avec les élus, et les responsables d'Orgeco ignoraient superbement les services municipaux. Une fois, Robert Jonis m'avait demandé de faire accélérer le paiement de la facture. Je lui avais demandé qu'à l'avenir, on sache quel service devait suivre une mission confiée à un cabinet extérieur dans le domaine de l'urbanisme. Comme cela ne fut pas réalisé, je m'étais juré de ne plus intervenir sur ces factures tant que le problème de fond ne serait pas réglé. À la fin de 1977 ou au début de 1978, Jonis vint me voir. Il voulait que je certifie le service fait et que je signe en tant que fonctionnaire des factures pour Orgeco. Malgré son insistance, je refusais. Il sortit furieux de mon bureau en me disant « Je m'en souviendrai ». Naturellement, il n'en fut rien. Il n'y eut pas de représailles, Robert Jonis était au-dessus de cela. Mais ce genre d'incident était désagréable. Désormais, il ne devait plus se reproduire. Il fallait que je présente mon projet d'organigramme devant la commission municipale du personnel. J'avais demandé à ma fidèle secrétaire, Marie-Thérèse Van den Hide, de me mettre au propre les tableaux représentant la situation actuelle des services et la situation future à réaliser progressivement au fur et à mesure des nominations. Je lui avais recommandé le secret le plus total. De sa part, je n'avais aucune inquiétude à ce sujet. Et je lui avais recommandé de confectionner ces tableaux, sans que personne ne les voie. Sans aucun doute, j'ai dû présenter mes propositions à Robert Jonis et à Guy Arnaud qui n'y avaient rien changé. À la réunion de la commission du personnel, les élus étaient là. Je me souviens de la présence de Robert Jonis, de Guy Arnaud, de Léon Lyotard, de Robert Bérard. Le secrétaire général de la mairie n'était pas venu. Je n'étais encore que secrétaire général adjoint, et j'étais le seul fonctionnaire présent. Je présentais mes propositions avec leurs points forts. Il n'y aurait plus de service volant, c'est-à-dire à rattachement hiérarchique indéterminé. On créait un service social, ce qui était la moindre des choses dans une municipalité de gauche. Jusqu'ici, tout le social était traité par le bureau d'aide sociale, dont l'indépendance était absolue vis-à-vis des services municipaux. Service social à intégrer pour le moment dans un service logement rénovation urbaine, car le service du logement avait jusqu'alors un rôle presque exclusivement social. On créait un service centre aéré crèche, bien nécessaire pour soulager d'autres services aux attributions et au personnel pléthorique, d'autant que le nombre de crèches allait passer de 1 à 2 dans un premier temps. On créait un service affaires juridiques, documentation. On créait un service petit par ses effectifs, mais essentiel dans le fonctionnement de la direction municipale. Le secrétariat général, un véritable secrétariat général dépouillé de tout un tas d'activités parasites. On créait un service garde champêtre et enquête administrative, qui allait s'appeler par la suite police municipale et rurale. Ce qui restait de l'ancien secrétariat général devenait l'administration générale, dont les attributions demeuraient énormes, mais moins vitales pour la direction municipale. Protocole, gestion des élus, conseil municipal, commission, hôtesse d'accueil, concierge de la mairie, reprographie, mairies annexes et antennes. Le service du personnel était scindé en 3 services, tous 3 regroupés au sein d'une direction spécialisée dans les questions de personnel. Fait marquant, on créait un service pour les affaires sociales du personnel et pour la médecine du travail. Là aussi, il faut noter qu'une municipalité de gauche n'avait pas jusque-là un service pour les affaires sociales du personnel. On créait une vaste direction sport-jeunesse affaires culturelles. Il faut dire tout de suite que cette direction s'avéra vite trop grande. Le premier titulaire du poste de directeur en fut aussi le dernier. Il s'agit d'Alain Bensakoun qui fut à ce poste pendant 15 mois avant de devenir secrétaire général de la mairie d'Alès. En août 2004, il l'est toujours. Après son départ, 2 directions virent le jour. Sport jeunesse, vie associative dans les quartiers.
Affaires culturelles, festivités. On créait un service chargé uniquement des festivités, des jumelages et du tourisme, ce qui était bien le moins dans une ville organisant la plus importante feria de France, comportant 4 jumelages actifs, bientôt 5, puis 6, et dont le tourisme représentait une part importante de l'activité économique. On enlevait à ce service le contentieux, les affaires culturelles, les appels d'offres, la régie municipale des transports en commun. L'ampleur de cette restructuration montrait bien l'importance des besoins non satisfaits en ce qui concernait l'organigramme, et le retard pris dans ce domaine. Devant la commission, tout se passa bien. Léon Lyotard demanda qui on comptait affecter à tel poste. Et je lui répondis que pour le moment on n'en savait rien, ce qui était vrai. Robert Bérard me fit remarquer qu'une direction était énorme, qu'il fallait lui enlever le service chargé des festivités, des jumelages et du tourisme. La commission fut d'accord avec lui, et on rattacha ce service à une autre direction. La commission se sépara en demandant ce qui était normal et que j'avais proposé, de soumettre ces propositions aux commissions paritaires CAP, du personnel communal. Aujourd'hui, en 2004, la restructuration serait du ressort du comité technique paritaire CTP, mais cet organisme n'existait pas à l'époque. Guy Arnaud, président des CAP par délégation du maire, soumit le projet de restructuration au CAP des 4 catégories de personnel réunies, A, B, C, D. Il n'y eut pas d'opposition. Le seul incident fut provoqué un peu plus tard par Francis Bastide, qui s'émut, après que dans une réunion des chefs de service, je déclarais que les commissions paritaires avaient donné un avis favorable au projet définitif de restructuration des services. Certes, une restructuration n'est jamais définitive, mais le projet de cette époque, après discussion, amendement et précision, était devenu définitif pour le moment. Il ne restait plus qu'à le mettre en application. Je PREPARE ma nomination au grade de SECRETAIR, General. Le temps passait. Le moment allait venir où le secrétaire général de la mairie serait obligé de prendre sa retraite à 66 ans. Compte tenu des congés qu'il avait à prendre, on ne le verrait plus à partir du 2e trimestre de 1978. Mais officiellement, le poste serait vacant le 1er août 1978. Il convenait que le maire prenne une décision pour le remplacer, d'autant qu'aucune proposition de nomination de cadre à l'intérieur ou de recrutement à l'extérieur ne pouvait être présentée au maire, pour la mise en application du nouvel organigramme, tant qu'on ne saurait pas qui serait nommé secrétaire général. Je demandais au maire qu'il me reçoive pour éclaircir cette question, serait-ce moi ou un autre ? Le maire n'avait alors que 2 possibilités, avec des variantes. Soit promouvoir au grade de secrétaire général le seul secrétaire général adjoint de la mairie, c'est-à-dire Claude Chaminat, soit recruter à l'extérieur, par nomination à équivalence d'un secrétaire général exerçant dans une autre mairie de l'importance de Nîmes, 80 000 à 150 000 habitants, ou par promotion d'un secrétaire général exerçant dans une ville moins importante, 40 000 à 80 000 habitants, ou d'un secrétaire général adjoint d'une ville de plus de 80 000 habitants. Ou par recrutement direct d'une personne qui n'était pas encore dans une mairie, mais qui réunissait les conditions pour être recruté comme secrétaire général à Nîmes. Le maire pouvait, dans ce dernier cas, nommer quelqu'un qui était déjà en mairie de Nîmes. Cette décision aurait bien été un recrutement direct, puisqu'il n'y avait pas d'autre secrétaire général adjoint en mairie de Nîmes. Suite à ma demande, Émile Jourdan me reçut en compagnie de Robert Jonis. Émile et Robert avaient dû se mettre d'accord sur quelques mises au point à faire, et sur le fait que ce soit le maire qui les fît, ce qui était normal. Nous étions tous 3 assis dans le bureau du maire, du même côté de la table, et j'attendais qu'Émile Jourdan prenne la parole. Celui-ci avait l'air embêté. Il se tortillait, grattait sa chaussure. Il devait se dire: j'ai bien quelques reproches à faire à Chaminat, mais j'en ai 10 fois plus à faire à d'autres et je leur en ai fait 10 fois moins qu'à lui. Je souriais intérieurement en contemplant cette scène. Finalement, Émile Jourdan fut bien obligé de prendre la parole le premier. Le remplacement du vieux secrétaire général n'était pas une mince affaire, et le jeune candidat que j'étais ne faisait pas l'unanimité. Il y aurait, c'est sûr, du tirage du côté des rangs socialistes. Jourdan et Jonis me demandèrent de les aider pendant les quelques mois qui restaient avant la retraite du secrétaire général,
en m'efforçant de mettre de l'huile dans les rouages, autrement dit d'être plus souple, moins abrupt, plus coulant. Ils me demandèrent aussi de me montrer publiquement, d'assister aux cérémonies, aux réceptions, aux apéritifs. Je sortis de cette réunion sans avoir la certitude absolue de ma promotion, mais aussi avec l'idée que le maire et les élus communistes ne pouvaient guère faire autrement que de me nommer. Puisqu'il fallait préparer les nominations sur les postes créés ou susceptibles de devenir vacants, il fallait présenter des propositions de noms au maire. J'opérais dans les règles de l'art, c'est-à-dire que je demandais leur avis à tous les supérieurs hiérarchiques de toutes les personnes réunissant les conditions pour être promues au grade supérieur. Je ne me faisais aucune illusion sur le résultat. Sauf courage exceptionnel, un chef de service écrit toujours que ses subordonnés sont aptes à occuper un emploi supérieur. Mais j'avais respecté la forme. Cela fait, je préparai un long rapport au maire pour lui présenter des propositions de promotions internes et de recrutement à l'extérieur. Dans ce rapport, j'expliquais que j'avais toujours été pour l'amalgame, contrairement au bruit qui courait contre moi aussi bien parmi mes adversaires que parmi mes amis, amalgame entre les promotions internes et les nominations à l'extérieur. Je partais d'une hypothèse et d'une proposition. L'hypothèse, le secrétaire général adjoint, SGA, actuel serait nommé secrétaire général et libérerait un poste de SGA. La proposition, le nombre de SGA passerait à 2, ce qui n'était pas du luxe pour une grande ville, et ce qui se faisait couramment ailleurs. Il y aurait donc 2 SGA à nommer. Je rappelais les conditions à remplir pour nommer un SGA, et je proposais d'en nommer un prix à l'intérieur et un prix à l'extérieur. Je donnais la liste des personnels réunissant les conditions en mairie, et je les passais en revue un à un, décrivant leurs atouts et leurs déficits. Je proposais que Fernand Patrice soit nommé SGA sur un des 2 postes vacants. Patrice était très loin d'être communiste, la suite montra qu'il était carrément un homme de droite. Mais d'après moi, il était compétent et avait toujours joué le jeu. Je manifestais ainsi le fait que les idées politiques n'étaient pas prises en compte dans mes propositions. La suite de mon rapport confirmait ce principe. Au sujet d'Odette Pathieu, qui était un bon directeur administratif, je proposais de ne pas la nommer SGA pour le moment, réservant cette promotion à une nouvelle vacance d'un poste de SGA, dans mon esprit au moment où Fernand Patrice prendrait sa retraite. Partant de l'hypothèse que Patrice serait promu SGA, il fallait nommer 4 directeurs administratifs. En effet, puisqu'il y aurait 6 directions avec la mise en œuvre de l'organigramme, 3 d'entre elles étant pourvues moins une promotion, il restait bien 4 postes à pourvoir. Je proposais de promouvoir 2 personnes à l'intérieur et de recruter 2 personnes à l'extérieur. Pour les promotions internes, je rappelais les conditions à remplir et la liste des personnes remplissant ces conditions. Puis je passais en revue toutes ces personnes et proposais 2 nominations. Madame L, qui avait déjà figuré sur une liste d'aptitudes sans être nommée, plus Madame Cohen-Bakri qui m'apparaissait la plus compétente. Aucune des 2 n'était communiste ni connue comme étant à gauche. Après les directeurs administratifs, je m'attaquais à la longue liste des chefs de bureau. Le nombre de gens à nommer ou à recruter était important, puisqu'on créait de nombreux postes, et qu'il y en avait 2 autres libérés par 2 promotions au grade supérieur, plus des départs à la retraite programmés. En tout, 8 postes étaient à pourvoir. Lorsque mon rapport fut terminé, je le fis frapper toujours dans le plus grand secret par Marie-Thérèse Van den Eede, et je le remis au maire. J'assistai par la suite à une réunion entre Jourdan et les adjoints communistes dans le bureau du maire. Émile Jourdan souligna sa satisfaction d'avoir un tel document. Apparemment, il n'avait pas l'habitude d'en recevoir de pareils auparavant. Le maire et les adjoints furent d'accord pour la promotion de Fernand Patrice comme secrétaire général adjoint. Ils furent aussi d'accord pour que le directeur de la première direction ne figurât pas sur la liste d'aptitude au grade de SGA. Sur son nom, il y eut discussion, mais Jourdan n'en voulait pas, et il déclara : personne ne comprendrait que nous proposions une promotion pour lui, qui nous a si souvent insultés et traînés dans la boue. J'aurais été fort ennuyé si son nom avait figuré sur la liste, ce qui aurait été lui reconnaître une aptitude à assumer des fonctions à un niveau supérieur. Pour lui comme pour les autres, j'avais jugé en mon âme et conscience, et non emporté par un désir de vengeance qui m'est totalement étranger.
Il y eut aussi accord pour la promotion de Madame Cohen-Bakri comme directeur administratif. Sur Madame L, il y eut des réticences. Dans la réunion, j'insistais sur le fait que du temps de Lyotard, elle avait figuré sur une liste d'aptitudes, sans d'ailleurs qu'on m'ait demandé mon avis. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.